Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans votre espace économique sur Canal Algérie. Ce soir, nous allons aborder une thématique qui représente un indicateur important de notre économie et de notre souveraineté énergétique, la transition énergétique. Dans un contexte mondial marqué par des crises structurelles, par des guerres et des incertitudes, comment le plus grand pays d'Afrique peut tirer son épingle du jeu pour réussir son mix énergétique et se positionner plus que jamais comme un acteur énergétique et un fournisseur fiable et incontournable dans le bassin euro-méditerranéen. Quelles sont les priorités? Pourquoi il faut agir vite? Nous allons vous parler également des capacités de notre pays en matière de production d'énergie propre. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir trois invités ce soir. Docteur Mourad Preur, vous êtes expert international en énergie. Nous allons revenir bien sûr sur votre analyse macro, micro, mais également sur votre expertise internationale. Docteur Messaoud Khalif, vous êtes secrétaire général du commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Vous allez nous parler du rôle de votre commissariat et bien sûr, vous allez nous dire quelles sont les priorités aujourd'hui à absolument maintenir. Mourad Louadah, vous êtes expert et entrepreneur dans les énergies renouvelables. Vous allez nous parler de votre expertise, mais également de vos projets en cours. Merci à tous les trois de participer à cette émission que nous avons choisi d'intituler Transition énergétique. Quelle stratégie pour quel objectif? Et nous allons commencer avec vous, Monsieur Preur, pour planter un peu le décor et parler des potentialités de notre pays, les potentialités de l'Algérie. Vous qui êtes expert international, vous qui avez passé une grande partie de votre carrière dans les énergies, mais également dans les énergies renouvelables, quelles sont nos capacités aujourd'hui? En fait, il faut toujours parler de capacité versus besoin. Ouais. D'accord. Pour ce qui est des et versus également technologie et modèles de production et de consommation. Nos capacités en matière énergétique sont importantes, nous allons dire. Nous disposons de réserves en hydrocarbures, donc de réserves en pétrole et en gaz. Nous disposons aussi d'un ensoleillement exceptionnel. 3500 heures par an sur 86% du territoire national. 2650 heures au niveau des hauts plateaux, 2500 heures au nord. Chaque kilomètre carré de l'Algérie, c'est 2000 kWh par an. Pour référence, la France a un ensoleillement entre 1100 et 1400 heures par an. Donc nous avons un potentiel extrêmement intéressant. Et le fait que nous ayons du gaz et de l'ensoleillement nous qualifie pour rentrer comme leader dans les énergies, on va dire, pilotables. Les énergies vertes pilotables. D'accord ? Puisque nous pouvons construire des centrales hybrides solaire-gaz qui vont fournir de l'énergie pilotable autant pour soutenir le développement national que pour exporter. Alors j'ai dit versus consommation nationale, notre consommation est complètement folle. Ça c'est indiscutable. Ouais, c'est vrai. 8% par an, personne ne peut soutenir. Son attraque ne peut pas soutenir, nos réserves ne peuvent pas soutenir. Donc il faut contenir notre consommation énergétique, notre efficacité énergétique 0,35 TEP par habitant, c'est 2 fois celle de l'OCDE. C'est-à-dire que l'Algérien, pour produire une unité de PIB, de produit intérieur brut, consomme 2 fois plus que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Et ça passe aussi par la pédagogie. C'est-à-dire que nous consommons excessivement. Voilà. Monsieur Khalif, pour vous, il n'y a pas que l'énergie solaire, il y a d'autres sources d'énergie que l'Algérie
peu exploitées et qui sont un avantage comparatif pour nous. Oui, tout à fait. Donc l'Algérie, c'est vrai que disons que la transition énergétique telle qu'elle est dessinée actuellement, si vous voulez, par les acteurs principaux dans l'économie mondiale, si vous voulez, que finalement ça peut être considéré, au lieu d'être, si vous voulez, peut-être un problème à penser dans la mesure où on est un pays producteur, si vous voulez, d'hydrocarbures, ça peut être également considéré comme étant une très grande opportunité parce que cette histoire de transition énergétique n'est pas fortuite. Donc il suffit d'être convaincu qu'elle n'est pas fortuite, qu'elle nécessite quand même une intervention collective et qu'on est peut-être d'une manière ou d'une autre, ça dépend donc de nos choix, disons de nous engager. Et une fois qu'on est engagé, je pense qu'on a énormément d'opportunités pour éventuellement recadrer, si vous voulez, toute notre place dans l'économie mondiale. Et vous allez nous expliquer dans un instant aussi le rôle et les priorités également et les prérogatives aussi du commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Mourad Louadah, vous faites partie aussi du secteur privé et la transition énergétique passe également par ce mix énergétique, mais ce mix aussi public-privé. Qui est à revenir aussi. Hein. Écoutez, de toute façon, vous savez que pour toute chose, il faut avoir un écosystème. Aujourd'hui, normalement, on devait avoir énormément de gigawatts en renouvelables, tout produit confondu. On a commencé très bien. Vu la crise économique, on a arrêté, après on reprend, après on arrête, etc. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si est-ce qu'on ne veut pas faire, on ne sait pas faire. Le problème qui se pose, c'est que à chaque fois, le fossile prime sur le renouvelable. Et pourtant, on a signé tous les accords. L'Algérie signe tous les accords mondiaux en termes d'efficacité, en termes de renouvelables, en termes surtout de carbone. Parce qu'aujourd'hui, la guerre qui va se poser demain et la crise qui va venir demain, c'est le carbone, c'est le CO2, c'est l'effet de serre. On a signé des accords, il faut qu'on diminue de 7%. Il faut qu'on aille vers l'hybridage de nos installations à 30%. On n'y est pas encore. Le problème qui se pose, c'est que l'État fait les efforts d'appliquer, ça veut dire de donner même le commissariat est en train de travailler sur le terrain. Ils ont fait déjà un bilan sur ce qui est passé depuis jusqu'à 2022, je crois. Et là, on attend le 2023. Mais le problème, c'est que il faut avoir cette force d'appliquer ces lois sur le terrain. C'est là le problème. La force, comment on a cette force d'appliquer ces lois sur le terrain, M. Preur ? En fait, il y a un problème conceptuel, à mon avis, dès le départ. Lequel ? C'est-à-dire que nous sommes... j'aime pas cette expression de pays rentier, hein, mais en fait, la rente est comme un acide qui a corrodé la capacité de l'Algérien et des pays producteurs en général, hein, à penser le futur. D'accord ? Nous avons vécu. Nous vivons encore les conséquences de ce qu'on appelle le Dutch disease ou le syndrome hollandais, où la prospérité pétrolière rend possible un niveau d'exportation qui concurrence et inhibe toute production nationale. Nous en sommes à 5% du PIB, l'industrie. Et donc, avec cela, comment penser aux renouvelables ? Alors que le pic d'ensoleillement, mon collègue peut le développer ce point, mais le pic d'ensoleillement correspond au pic de consommation au sud, ce qui devrait être créer un effet de levier, mais ce n'est pas le cas.
Il y a des délestages dans le sud parce que tout le monde, parce que les gens ont abandonné le mode de construction traditionnel, etc. Et on construit avec du béton, on a construit des cités avec du béton et on a planté des climatiseurs qu'il faut alimenter en électricité. Monsieur Preur, ce que nous dit Mourad Louadah, c'est la force de la loi. Vous, qu'est-ce que vous dites? Vous dites qu'il faut faire de la pédagogie ou alors il faut appliquer la loi et être ferme? Ce qu'il faut, c'est convaincre, c'est faire de la transition énergétique une ambition citoyenne. Une ambition citoyenne. D'accord. On avait vu quand les premières antennes paraboliques sont venues en Algérie, on avait vu les gens s'impliquer, s'organiser. On avait vu des câbles qui passaient d'immeuble en immeuble et on a vu des gens devenir des experts en train de... etc. Pourquoi ne serait-il pas le cas avec des systèmes solaires et avec... qui nous mènerait peut-être vers le smart grid, vers... le parallèle est très intéressant. C'est-à-dire que dès lors que le citoyen s'empare de la transition énergétique, de l'efficacité énergétique, dès lors qu'il se met à construire en veillant à consommer le moins d'énergie, dès lors qu'il s'oriente aussi vers les énergies vertes, je pense qu'on aura gagné la partie. Oui, il est en train de parler. Là, ce qu'il est en train de dire, il faut qu'on revienne à la loi 0201 de 2002. Elle autorise tout. Mais est-ce que cette loi, en 2002, elle n'est pas, prématurée? À l'époque, on a fait cette loi, on a suivi le monde entier, on suivait l'Europe, on suivait, etc., parce qu'il fallait mettre une loi pour pouvoir faire des règles, etc. Mais cette loi, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à l'appliquer par rapport à la force du fossile, par rapport, je ne vais pas dire le lobby ou quelque chose, mais il y a cette mentalité qu'il faut casser, qu'il faut briser. C'est un bloc qui est là, on n'arrive pas à le bouger, malgré toute la volonté. Et même le président de la République, Tebboune, il vient de lancer un 15 000 mégawatts avec les Shems. Ça fait 2 ans qu'on n'est pas sorti maintenant, et je ne sais pas, il y a une orientation, autre orientation, c'est pour le PC ou pour l'IPP. C'est ça le problème. Comment, vous avez parlé de citoyens des paraboles, comment arriver à avoir ces paraboles, arriver à avoir ces panneaux solaires sur chaque immeuble, parce qu'il ne faut pas oublier aussi la loi, il ne faut pas oublier aussi le risque. Je ne sais pas si les gens savent, ils le savent, on a commencé à 200 volts, on est à 1500 volts entre le panneau et l'onduleur, il y a 1500 volts, c'est un risque majeur si on n'a pas la réglementation. Si les gens n'arrivent pas à faire techniquement, à voir, déjà on n'a pas d'experts. Est-ce qu'il y a d'experts avec des agréments? Il n'y a pas. On n'a pas une loi. Nous allons aller par étapes. Oui, non, vous avez rappelé la loi 0201 de 2002. Nous rappelons qu'elle prévoit la création de 2 opérateurs et elle prévoit également la libéralisation de la production de l'électricité. Docteur Khalif, alors ce que nous disait Docteur Preur, c'est une ambition citoyenne. C'est très important. Et je reviens à la première question que je vous ai posée tout à l'heure. Le rôle de votre commissariat aujourd'hui? Oui, justement, par décret, théoriquement, le commissariat est un organe qui est rattaché au Premier ministère pour justement éclairer sur tout le domaine des énergies renouvelables, d'abord pour faire un suivi et une évaluation. Et la preuve, c'est que par décret même, on est assujetti à rédiger un rapport annuel qui fait la synthèse de tout cela, en plus, bien sûr, des notes adressées à qui d'autre. Donc, effectivement, tout cela, il a été pratiquement abordé de manière très détaillée sur les interventions du commissariat, que ce soit par écrit, que ce soit lors des différentes interventions et manifestations. Et réellement,
pour le moment, notre rôle dans la mesure où, et effectivement, comme l'a dit M. tout de suite, tout à l'heure, c'est tout simplement, on est conscient qu'il s'agit d'un nouveau paradigme, si vous voulez, duquel il va falloir tirer tout ce qui est profitable pour le pays. Et il y a énormément de choses qui peuvent être faites, et peut-être c'est une opportunité pour recadrer toute la place de l'Algérie dans le monde, et surtout dans le secteur énergétique. Le commissariat n'a pas de rôle, vous ne pouvez pas intervenir sur le terrain, vous conseillez, vous accompagnez un certain nombre d'institutions et vous rendez un rapport annuel. Oui, donc là, si vous voulez, que par exemple, on a des conventions avec par exemple, là on sort carrément sur le terrain, c'est par exemple pour accompagner l'exécution des différents programmes, par exemple le programme des collectivités locales en matière de solarisation des écoles, des mosquées, l'éclairage public, ainsi de suite. Pour le moment, c'est ça notre intervention. Pour ce qui est de rédiger les cahier de charge des grands projets, là c'est l'affaire de l'exécutif et c'est le ministère de l'énergie en gros. Monsieur Preur, dans le dernier article que vous avez publié dans un journal francophone, vous dites qu'il serait, je cite, dangereux et déraisonnable de tourner le dos aux énergies renouvelables, et vous dites également que l'écologie a été idéologisée. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir des partis aujourd'hui politiques qui défendent la cause écologique ? C'est-à-dire qu'on a vu en 2021 une crise énergétique assez particulière. En fait, on a vu des éoliennes en mer du Nord qui ne fonctionnent pas pendant des semaines, et il fallait se reporter sur des centrales à charbon. Donc les bons élèves de la transition énergétique. En fait, la transition énergétique, il y a eu beaucoup de littérature autour de cela. Et à tel point que ce concept même, qui est à mon avis central et stratégique pour le futur, a été dévoyé. Lorsqu'on a des partis écologistes, ça veut dire que ça devient, on a idéologisé la transition énergétique. Et donc on est allé trop vite dans des pays qui ont un ensoleillement insuffisant, qui ont un besoin d'énergie pilotable extrêmement sensible, etc. De telle sorte que nous avons connu cette crise. Maintenant, pour ce qui nous concerne, la crise énergétique qui est en train de perdurer dans le monde, et particulièrement en Europe, est une fenêtre d'opportunité. Et en effet, l'article, je l'avais écrit à l'occasion du 24 février. Et où je disais qu'aujourd'hui, le 24 février, nos aînés qui ont réussi le challenge du 24 février, nous avons le devoir, ce 24 février, aujourd'hui, ce 24 février, de relever le nouveau challenge qui est d'essence novembriste, qui est celui de la sécurité énergétique à long terme de notre pays. Et la souveraineté énergétique. De la souveraineté énergétique, et qui est aussi celui de la digitalisation. Parce que tout est lié. Notre pays doit postuler à la puissance, à l'émergence. Et dans ce sens, il doit viser la 4e révolution industrielle avec tout ce qu'elle comporte comme croissance exponentielle des besoins énergétiques. Et pour donner un chiffre, les investissements dans les énergies renouvelables ont été en 2019 de 282 milliards de dollars dans le monde, dont 54% par les pays en développement. Vous vous rendez compte? Et depuis 2015, ce sont les pays en développement qui ont décroché, qui ont eu le plus d'investissements dans le monde. En fait, nous marchons à contresens de l'histoire. Mourad Louadah, c'est très important ce que nous dit Dr Preur. Aujourd'hui, c'est un tout.
il faut s'inscrire dans un écosystème et on ne peut pas s'inscrire dans un écosystème sans l'apport du secteur privé également. Écoutez, uniquement pour revenir, vous savez, en Europe, en 2022, la production d'électricité à partir du renouvelable, elle a dépassé de loin la production d'électricité à partir du fossile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même en France, qui était champion dans le nucléaire, il est en chute libre par rapport au renouvellement, etc. Donc, si on revient, on a un champion qui est Sonalgaz aujourd'hui. Hein. On est 2022, on était à 24 561 mégawatts de production, tout produit confondu. Aujourd'hui, on dépasse les 25 000 mégawatts. Ça veut dire que c'est très important. On parle de 8 à 10% chaque année de consommation. Et le malheur, c'est où quoi? Le malheur, c'est que c'est le ménage qui consomme l'électricité. Il n'y a pas de productivité pour revoir. Ça veut dire revoir les prix de subvention, etc. On met le prix de subvention ménage et le prix de subvention banque ou l'usine et le même prix. Là, il faut revenir. Maintenant, pour le développement, oui, il faut avoir la même stratégie. C'est très simple. On a réussi dans l'AEC, le dessalement d'eau. On n'a aucun problème. Le modèle dessalement d'eau, il est subventionné en amont. On n'a aucun problème. Il faut faire la même chose pour le renouvelable. On ne peut pas. Ça passe par quoi, monsieur Louada? Par des investissements massifs? Écoutez, aujourd'hui, vous parlez d'un investissement privé, il n'y a pas de marché. Après, on va parler sur le marché renouvelable industrie. C'est un marché, il n'est pas attractif. La demande et l'offre. Comment? Où est-ce que ça bloque? Ah, ça c'est très intéressant. Alors, pour ne pas blâmer tel ou tel, vous savez que quand on sait normalement, d'après mes études à moi, le kilowattheure produit sorti de l'usine, ça veut dire machine EPC, depuis l'entrée du gaz jusqu'à, en passant par la société de production Sonalgaz jusqu'à la distribution, il est entre 18 à 22 dinars. Nous, on le paie à tranches. 1,76, 2,75, 3 et quelques 4. Et après, on a 4 tranches ou bien un peu plus. 4 tranches ou... Je pense que c'est 1,79. Ensuite, oui. Non, il y a 4 tranches. Et ouais, ça arrive à 4. Voilà. Le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, on vient de parler sur la loi de 02-01-2002. Elle autorise le producteur indépendant, AIPP, le producteur indépendant, à injecter de l'électricité jusqu'à 26 MW à injecter sur le réseau. La Sonalgaz, elle est de fait monopole. Pourquoi? Parce qu'elle-même, son électricité, elle n'est pas subventionnée à la source, à la sortie, mais elle est subventionnée dans le gaz. Donc, il faut avoir un équilibre entre la production d'électricité fossile et la production d'électricité renouvelable pour pouvoir inciter les gens à investir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marché, il doit se faire de lui-même quand on a un équilibre. Le marché doit se réguler à partir de l'offre et de la demande. Mais il ne peut pas se réguler. Pourquoi? Parce que si moi je vais produire mon électricité, il est entre 4 à 8 dinars, je m'excuse, entre 8 à 4 à 8 dinars, ça dépend de la région. La région centre, on est à 4 dinars. Et je vois que les 3 kilos que Sonalgaz donne pour les ménages et sont subventionnés à 1,76. Il n'y a pas de concurrence. Le marché n'est pas attractif. Monsieur Khalif, vous voulez faire un commentaire sur... Oui, tout d'abord. Donc là, vous avez posé la question de l'intervention du privé et effectivement, donc si vous permettez juste 2 minutes, donc la genèse. Donc pourquoi est-ce que cette transition énergétique s'est imposée à tout le monde? D'abord le début. Donc pour le moment, tout le monde sont convaincus dans la mesure où le groupe d'experts chargé du suivi du climat dans le monde, c'est le GIEC. Ouais. Il a déjà 195 membres et donc tout le monde participe dans l'élaboration et sur les points de vue, et surtout
tous les scientifiques qui interviennent de manière presque bénévole. Et donc là, effectivement, il émet des analyses extrêmement puissantes, donc qui permettent effectivement d'être convaincu de cela. Bon, donc une fois que la décision ou bien l'engagement a été donné, donc ça s'est fait vers la fin du 20e, ça veut dire vers les années 90, où ce sont effectivement les pays un peu à économie libre qui ont commencé par tracer un petit peu les grandes lignes. Et bien sûr, dans ce cas-là, c'est vrai qu'il s'agit quand même d'une tâche qui est extrêmement importante, où sans l'intervention de tout le monde, les privés compris, que très peu de choses se sont... Et donc c'est dans ce cadre-là que la loi de 0201 du 5 février 2002 a été faite, puisqu'elle a commencé par la libéralisation du secteur de production d'électricité, qui est pratiquement... Et aujourd'hui, on est en train de valider de manière très visible donc, cela, parce que finalement, ce sont, si vous voulez, les piliers importants donc, pour réaliser la transition énergétique, qui sont à la fois par la production, donc, mais il faut soit que ce soit une production propre, et par la réduction de la consommation, qui est l'efficacité énergétique. Voilà les piliers. Et donc, pratiquement, maintenant, on est en train de converger vers, si vous voulez, une dynamique qui est mixte, qui fait intervenir presque à moitié. Je donnerai tout à l'heure des chiffres très précis entre ce qui est réalisé en décentralisé, ça veut dire en petite quantité, mais en très grand nombre, et ce qui est réalisé en centralisé, c'est-à-dire les grands ensembles, ils sont pratiquement à moitié. C'est-à-dire il y a à peu près 40 actuellement, pour ce qui est de la production, 46% de l'électricité, par exemple solaire, dans le monde, elle est à base de décentralisé, c'est-à-dire c'est l'apport des citoyens, des petites entreprises, et le reste c'est en centralisé. Donc là c'est très important éventuellement pour engager le débat sur la transition énergétique. Docteur Preur, pour rebondir aussi à ce que dit M. Khalif, vous dites qu'il faut construire des partenariats stratégiques aussi avec d'autres pays, avec des pays européens entre autres, pour se positionner aujourd'hui comme un acteur et comme un fournisseur fiable d'énergie propre également. C'est-à-dire que d'abord, ce que je dois dire, c'est qu'il y a le feu dans la baraque, si je puis faire ce raccourci. Lorsqu'on parle d'électricité, 60%, l'électricité est produite à partir de gaz naturel. Ouais. Et aujourd'hui, 60% de notre production de gaz naturel va vers la demande interne. Ce qui est énorme. Ce qui nous dirige dans un horizon très proche vers des contraintes en matière d'exportation, jusqu'à même le pire. D'accord. Donc la question est essentielle. Les projections, les prévisions, les statistiques du CRF montrent que notre consommation d'énergie a augmenté de 59% entre 2010 et 2019. 59%, c'est impensable. D'accord. Et comme le disait Mourad tout à l'heure... C'est dû à quoi cette augmentation c'est dû tout simplement... c'est pas dû à l'industrie qui est BTP qui représente 22%. Hein. C'est dû à notre mode de vie de plus en plus consumériste. En fait, c'est le résidentiel et tertiaire représentent 43%. Et les transports, 35%. Alors là, vous me poussez à peut-être aller un peu plus vite dans ce que je voulais dire. C'est que premièrement, des partenariats, les pays européens, il y a eu un débat à l'instant sur les prix, et on n'a pas évoqué le terme subvention. D'accord. Je ne sais pas si c'est par... Non, M. Loiseau l'a évoqué. Mais je sais que... je connais les idées de Mourad, et je sais que... Donc, on n'a pas... Les Européens ont subventionné. Mais avec le grand gagnant, c'était les fabricants de cellules photovoltaïques chinois. Ouais. Et donc, ce qui a démoli complètement l'industrie européenne en matière
Et là, d'abord je suis militant pour les subventions. Il faut qu'il y ait une impulsion de l'État pour que les renouvelables, parce que c'est une concurrence perverse, je dirais. Et les renouvelables sont en concurrence avec de l'électricité qui est produite avec une énergie qui est fossile et qui est non renouvelable. Donc c'est pas normal. Donc oui, subvention, mais avec plus qu'un bémol. Subvention, c'est-à-dire ce qui m'intéresse moi. Pardonnez-moi, ce n'est pas les kilowattheures verts, d'accord? C'est la capacité à générer des kilowattheures verts ou gris ou tout ce que vous voulez, ou bleu, sur le long terme, d'accord? Donc ce qui m'intéresse, c'est que les subventions soient associées au montage de partenariats stratégiques pour que nous rentrions dans la chaîne de valeur de la production d'électricité verte. C'est-à-dire, nous avons des ressources en silicium. Notre ami, le grand géologue Nasser Kazitani, a fait démontrer toutes nos ressources en terres rares, en silice, donc nous avons tous en cobalt, en lithium, et donc nous avons les moyens de rentrer dans la filière et donc d'attirer des investisseurs en tant que partenaires stratégiques. C'est-à-dire que partenaires stratégiques des champions industriels nationaux, des universités, parce que l'université doit être bien sûr, au centre. Et nous allons parler dans un instant des industries nationales. De numérique, parce que c'est indissociable. Est-ce que vous voulez faire un commentaire ou je vous pose une autre question, M. Louada? Non, moi quand il parlait de faire de la production énergétique de produits confondu n'importe comment, je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, déjà Sonalgaz, elle est très forte dans la production d'électricité. Chaque année, elle ajoute 1 giga et demi d'électricité. Vous savez qu'on est, je dis bien, les derniers chiffres, on est à plus de 25 000 mégawatts 2023, on est encore premier trimestre 2023. La consommation, elle est uniquement de 12 000 mégawatts. Et le pic, que vous avez parlé tout à l'heure du pic, le pic qui a été fait au mois d'août, le 15 août 2022, 16 680, 16 650, j'y crois. Mégawatts. Uniquement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pousse Sonalgaz à investir parce que la loi interdit Sonalgaz à faire le délestage. Elle interdit la coupure. La CREC, elle dit aux consommateurs, si Sonalgaz n'intervient pas immédiatement dans le coupeur, vous nous saisissez et vont en justice. Ça veut dire que Sonalgaz, aujourd'hui, il faut comprendre, est-ce que c'est une entreprise économique? Est-ce que c'est une entreprise sociale? Ou est-ce que c'est une entreprise politique? À mon avis, c'est une entreprise économique. Donc si c'est une entreprise économique, il faut l'aider dans sa stratégie pour avoir le management, le top management, et essayer d'alléger Sonalgaz. Par rapport à quoi? Par rapport à avoir des investissements verts dans off-grid. Ça veut dire, pourquoi je vais imposer Sonalgaz à prendre un semi-remorque avec la garde, avec tout, à Élysée pour avoir du mazout pour pouvoir mettre les groupes électrogènes avec du mazout? Non, je vais hybrider ces groupes électrogènes, je vais aider Sonalgaz. En plus de ça, moi je ne comprends pas deux poids, deux mesures. Comment on bloque Sonalgaz dans sa production et on laisse les autres. On n'a pas de représentant de Sonalgaz sur ce plateau et le sujet n'est pas. Non, parce qu'il parle des choses qui sont très. Ouais. Moi, pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui est très importante pour moi. La Sonalgaz, c'est une entreprise je travaille pendant une année, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. C'était pas facile pour moi. Je ne veux pas que Sonalgaz devienne comme DNC, on la ferme. Et après, on va lancer des appels d'offres internationaux pour les IPP qui viennent avec il a dit tout à l'heure, la digitalisation aujourd'hui, c'est très simple. Je vais faire des centrales IPP et je reste au bureau et je sais combien je suis en train de vendre de kilowatts et de gigawatts pour le réseau. Donc, les partenariats stratégiques avec d'autres pays. C'est très partenariat stratégique, le président de la République il est revenu sur ça. Ouais. Les Américains, c'est une force mondiale. Plus de 80%. De la digitalisation, la technologie vient des États-Unis. Il y a entre 18%, entre 15 et 18% entre les Chinois
et l'Inde, et le reste, c'est les Européens. Pourquoi voulez-vous que nous, on va ramener la technologie ailleurs, et on sait qu'aller chez les Américains, on va directement à la source et on la ramène. La stratégie, c'est très simple. C'est d'ouvrir le marché renouvelable, d'alléger la centrale gaz dans ces installations. On arrête les turbines à gaz. Et aujourd'hui, les 8%, les 10% qu'il a dit, c'est Mourad, en termes de consommation, chaque année on augmente de 8 à 10%, on va faire le renouvelable. Tout produit confondu, pas uniquement le solaire, le biomasse, le lien, l'hydrogène aussi, il faut faire. Comment votre commissariat peut contribuer à cette stratégie, M. Khalif? Justement, donc d'abord il va falloir reposer le problème de manière rationnelle. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le débat gravite toujours autour de l'électricité, du réseau, des entreprises actives dans ce domaine-là? Tout simplement parce que toutes les stratégies convergent, puisqu'on a parlé tout à l'heure de répondre aux problèmes du réchauffement climatique par la production d'une énergie propre. Et cette énergie propre, d'où est-ce qu'elle provient? Elle provient en gros des ressources renouvelables. Peut-être maintenant, le nucléaire est également reconnu comme pouvant avoir un apport en énergie décarbonée, mais le gros, c'est l'électricité produite à partir des ressources renouvelables. Puisque c'est vrai que ces résistances au changement en matière d'introduction des ressources renouvelables dans la dynamique économique d'un pays, c'est vrai qu'à un moment donné, puisque à cause de leur intermittence, à cause de pas mal de problèmes, que les gens... Mais vous savez qu'actuellement, il y a des scénarios qui tablent sur pratiquement 100% de systèmes énergétiques à base d'électricité, puisque le stockage de l'électricité se développe d'une manière extrêmement importante, dont l'hydrogène, par exemple, pour un stockage intersaisonnier qui devient... et ainsi de suite. Et donc, voilà quelque chose qui devient... Et pour nous, donc je clôture juste sur une remarque, et sur ce plan-là, pour développer, si vous voulez, pour appliquer ce qui se dit, donc l'Algérie également a une opportunité. C'est vrai. Donc, il suffit de rappeler qu'on a une infrastructure en matière de réseau électrique qui est la colonne vertébrale dans tous les pays du monde pour toute la transition énergétique, qui est extrêmement développée. Et là, c'est une aubaine pour nous, puisque je rappelle deux chiffres, c'est que le réseau interconnecté Nord, donc il y a le réseau de distribution qui fait à peu près plus de 360 000 kilomètres. 400 000. Et donc il peut recueillir énormément de ressources, alors que le réseau de transport, c'est 40 000 kilomètres. Docteur Preur, alors ce que nous disait M. Louadah, c'est aller vers des partenariats stratégiques, vers des pays qui sont déjà très avancés, comme les États-Unis. Et ce que nous rappelle Dr Khalif également, c'est qu'il y a un certain nombre d'inventions qui ont permis justement de faire un pas de géant. Par exemple, le stockage de l'énergie qui se fait aujourd'hui de manière plus performante qu'il a été il y a 2 ou 3 années, et les voitures électriques ont contribué à cette progression. Vers quel pays, vers quelle stratégie l'Algérie peut adopter aujourd'hui? C'est-à-dire que l'Algérie doit se placer dans une perspective de rattrapage technologique, d'accord, et donc construire des partenariats en se basant sur son pouvoir de négociation, sur la fenêtre d'opportunité qui s'ouvre à elle avec la crise énergétique en Europe, pour attirer des champions technologiques, et donc travailler en profondeur son modèle de consommation énergétique sur le long terme. Donc oui, bénéficier des avancées technologiques, oui, reformuler complètement la question de notre mix énergétique, mais il faut d'abord placer le curseur quelque part. Et pour référence, nous consommons par habitant 903 kWh par habitant en moyenne. La moyenne mondiale est de 2752. Des pays, on va dire, comparables, allez, on va être généreux, l'Iran, c'est 2300, la Turquie, c'est 2200,
L'Afrique du Sud, c'est 5000. Hein. Alors l'Arabie Saoudite, c'est 7000. D'accord. Donc, j'avais participé à une étude en 2014-2015 sur les perspectives énergétiques avec l'IPMED, un institut de prospective français. Donc, sur les perspectives pour 2030, sur le flanc sud de la Méditerranée. Et en fait, on était sur une multiplication par 3 des besoins énergétiques. Et en rentrant, j'avais fait très sommairement avec Excel une projection en imaginant des scénarios où nous aurions des trains, des voies ferrées électrifiées, Alger-Taman Rasset, Alger-Janet, Alger-Adrar, Adrar-Janet, Béchar-Alger, où nous aurions des mégapoles, comment dirais-je, à Hassim à Ain Amenas, à Adrar, à Janet, parce que nous avons 2 500 000 km² de superficie. Et l'intégrité du territoire national, l'énergie elle est dans l'équation. C'est une variable essentielle dans l'équation. Les militaires. C'était quoi le résultat de cette étude? Et donc, là, c'est une multiplication par 5. Par 5. Et les fossiles ne peuvent pas garantir, et si on tire la conclusion de la conclusion, les fossiles ne peuvent pas garantir l'intégrité, la stabilité et une croissance génératrice d'emplois, un minimum de croissance sur le long terme. On parlait tout à l'heure, si on veut rentrer dans la 4e révolution industrielle, un serveur pour Big Data, c'est une bête qui est énorme. Énergivore. On poursuit dans la même projection avec vous, Monsieur Louada, sur le modèle que vous préconisez aujourd'hui pour réussir cette transition énergétique. Écoutez, le modèle, on peut le faire nous-mêmes. Maintenant, on peut créer notre modèle en Algérie? Oui, très facilement. Aujourd'hui, moi-même, en tant que personne, je suis un écosystème. Déjà, je travaille beaucoup sur le terrain. Mes amis le savent. Vous savez que je donne entre parenthèses, dans la possibilité, on me dit, voilà, monsieur Louada, on a besoin d'1 giga dans une année ou dans 6 mois en Algérie. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est très facile. Le président de la République, il a dit qu'il y a beaucoup d'argent, les gens ne veulent pas ramener l'argent dans les caisses d'État. Vous savez que, je ne vous cache pas, j'ai un fournisseur italien, où l'Italie était en train de lancer son projet transition, et donner jusqu'à 90% de crédit pour les installations. Il avait un terrain, il m'a invité chez lui, j'ai dit pourquoi vous n'installez pas l'énergie? Il m'a dit comment? Je l'ai aidé, je dis bien je l'ai aidé, et il a pris de l'argent à la banque. L'investissement c'était normalement 9 années de retour d'investissement. Avec la chaleur, etc. En 7 ans, moins de 8 années, aujourd'hui il fait 400 000 euros chaque année. Il rentre dans sa caisse 400 000 euros. Alors, ce que je dis, en vendant de l'énergie. Oui. En utilisant la possibilité directement d'injecter de l'énergie dans le réseau. Ouais. C'est-à-dire qu'il est déjà autoproducteur et autoconsommateur. Donc ils injectent de l'énergie et ils rachètent l'énergie moins chère par rapport à ce qui se vend. Alors, pour revenir à votre question, quel modèle il faut préconiser pour pouvoir réussir cette transition énergétique? C'est très facile. Vous savez que si on crée un fonds d'investissement, on va faire copier les coopératives immobilières. Le coopérative immobilière, il a le terrain, il va à la banque, il demande des crédits, il fait son plan, il vend par Internet aujourd'hui. On vend des appartements par Internet 3D, etc. Et les gens achètent 350 000 dinars le mètre carré. Je vais faire la même chose. Je dis, lui, il vend quelque chose qui est stable. Ça veut dire on vend une chose, pour une année, c'est bon. Après, même le retour d'investissement, il est sur 20 ans, 30 années. Moi, je vais vendre du soleil. Je vais créer un fonds d'investissement et je vais dire voilà, les gens qui veulent rentrer, ils vont acheter 1 kilo, 2 kilos, 10 kilos, c'est par rapport au mètre carré. Moi, je vais vendre les kilowatts produits.
Tout le monde va venir. Pourquoi? Parce qu'il y a un retour d'investissement. En plus de ça, on laisse les gens ramener leur argent. On ne dit pas d'où vient cet argent. Ça va être extraordinaire. Et de cette manière, on va faire notre transition énergétique algérienne. Avec l'argent on n'a pas besoin. L'État, je garantis, l'État ne me donne pas de l'argent. Elle me donne une année, je vais leur faire 1 giga. Aujourd'hui, je le dis aujourd'hui. Je vais faire 1 giga et j'ai un client qui est sur le gaz. Et ça, comme ça, on va alléger les investissements sur le gaz. On arrête les turbines à gaz. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Khalif, de ce genre de proposition pour stimuler les citoyens et les inciter à être un véritable acteur de ce changement, de cette transition? Voilà, là c'est vraiment l'un des thèmes clés qu'on développe au commissariat, justement, c'est l'intervention des citoyens en tant que producteurs, consommateurs de l'énergie, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc l'évolution mondiale donc de la production d'électricité à base de ressources renouvelables, elle est pratiquement actuellement réalisée à 50% entre les petites installations qui sont de l'ordre du résidentiel, du tertiaire, ainsi de suite, et également les grandes centrales. Et donc, pour cela, il va falloir se préparer, puisque si on prend l'exemple, et d'ailleurs justement on apprend des autres, dans la mesure où pratiquement on est en train de suivre l'évolution et les meilleures leçons, parce que justement peut-être que pour une fois l'opportunité d'être un petit peu en retard pourrait être exploitée de manière positive. Et il suffit de rappeler uniquement 2 exemples ou 3 rapidement. Donc cette histoire donc, de comment est-ce que les pays ont d'abord réalisé la partie production de ressources d'électricité propres. Donc là, par exemple, des pays comme l'Allemagne, l'Australie et surtout également dernièrement, en 2020, le Vietnam. Il a réalisé 7 gigawatts, 7500 mégawatts de toits solaires en une seule année. Donc il faut dire, et surtout que c'est une approche, non seulement elle n'est pas insuffisante, puisqu'au contraire, tous les pays de l'Allemagne, c'est 80% de l'électricité renouvelable. Donc vous nous dites que c'est une question de volonté, M. Khalif. Voilà. On comprend cela. Monsieur Preur, question de volonté, on a plein d'exemples et on a même du protectionnisme solidaire en Europe pour interdire l'importation de panneaux photovoltaïques chinois. Nous l'avons vu avec le veto allemand il y a quelques années. Donc c'est une question de volonté et c'est s'investir dans cette dynamique, c'est créer tout un pan de l'industrie nationale aussi. C'est-à-dire que j'insiste là-dessus. On ne peut pas penser la transition énergétique sous le seul angle de kilowattheure vert. Ouais. On doit penser la transition énergétique en tant qu'ambition industrielle, scientifique et technologique qui est portée par les universités, par les PME, par les énergéticiens nationaux dont Sonelgaz et Sonatrach, qui doivent entrer en convergence dans la perspective de la transition énergétique. Parce que les compagnies pétrolières elles-mêmes sont en train de muer, de devenir des compagnies énergétiques, parce que le gaz représente 50% de leur portefeuille réserve et la demande gazière est tirée par la génération électrique et elles sont concurrencées sur leur marché final par l'électromobilité. Et donc en fait il y a une convergence entre compagnies énergétiques et cette dynamique, elle n'est pas, je ne la ressens pas dans notre pays, d'accord ? Alors que nous avons des facteurs clés de succès qui sont indiscutables. Nous avons une demande qui est complètement anarchique, et nous avons des facteurs clés de succès. Maintenant, il s'agit nous avons besoin d'une vision, d'une stratégie énergétique. Et le Haut Conseil de l'énergie, c'en est la mission. Nous avons besoin d'une vision, d'une stratégie à long terme qui se déploie qui est multidimensionnelle, c'est-à-dire qui se déploie autour de la sécurisation des besoins énergétiques sur le long terme, qui se déploie autour des acteurs énergétique qui se déploie autour du développement scientifique et technologique national, et qui se déploie aussi autour des partenariats internationaux structurants
qui nous sont permis, vu notre position géographique, vu nos ressources, vu notre expertise industrielle. Le temps passe, le débat est passionnant. Je vous donne une dernière fois, on fait un dernier tour de table. Je vous donne une dernière fois la parole pour votre actualité, Monsieur Preur, et on va faire un dernier tour de table. On arrive. Alors, je disais dans l'article que j'avais publié, qui est sorti sur je peux le dire, sur EcoTimes, qui est un journal, donc qu'en fait le challenge aujourd'hui, nos aînés du 24 février ont réalisé avec succès la soudalisation des hydrocarbures. Il nous revient aujourd'hui de porter vers le futur ce challenge novembriste. Préserver cet acquis et investir vers dans les énergies renouvelables. J'ajouterai, si vous m'accordez une demi-minute ou une minute, nous sommes en situation de stress hydrique, 300 à 400 mètres cubes par habitant par an, et alors que le stress hydrique c'est 1000 mètres cubes, hein, et la solution dessalement semble incontournable. Le dessalement est énergivore, il faudra coupler le dessalement avec les renouvelables indiscutablement. Dr Khalif. Alors pour moi, je tiens juste à disons que la transition énergétique telle qu'elle est élaborée, disons, par la plupart des pays du monde, donc elle a 2 dates phares. C'est 2030, par exemple, où des pays déjà avancés tablent sur 50% de réduction des gaz à effet de serre, et c'est ce qui a été prévu, et 2050 pour une décarbonisation totale, ou bien ce qu'on appelle le net zero. Donc, actuellement, déjà, rien qu'en décembre passé, par exemple, les pays européens, parce que les affaires du climat ne connaissent pas de frontières. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une action collective. Ça ne peut pas marcher autrement. Et donc, bien sûr qu'ils vont forcer la main aux autres. Et déjà, ils ont imposé en décembre passé la taxe carbone qui était appliquée à l'intérieur de l'Union européenne. Maintenant, elle est déplacée sur la frontière. Et donc, pour décarboner. Et je tiens juste à clôturer ça. Donc, pour nous, c'est qu'il va falloir penser de manière concrète. Par exemple, ces dernières années, l'Algérie est exportatrice de rond à béton, de ciment, et là, ce sont 2 secteurs de l'industrie que tout le monde cherche, par exemple, d'abord à décarboner pour pouvoir les exporter. Et ce sont des dates très courtes, et donc il va falloir s'y mettre dès maintenant. Rapidement. Moi, je prends 5 minutes. Non, vous avez 1 minute. Non, parce que, alors, pour revenir uniquement, le questionnement qui fait quoi? Il faut poser déjà la question qui fait quoi, parce qu'on ne sait pas exactement dans le système. Maintenant, on parle des champions, on parle du marché. Je ne sais pas si maintenant, est-ce que je vais parler du Pestel. J'ai analysé 2 interventions différentes de la même semaine. Et c'est Mourad, il était présent avec nous, avec le professeur Mustafa Cherif, où il parlait, comment dire, je l'ai écrit ici, quelque part, voilà, c'est un philosophe, il parlait de la civilisation versus l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans son discours, dans sa présentation, il a parlé sur le plan politique, économique, social, etc. Et le président de la République, Tebboune, quand il a fait la rencontre avec les journalistes, il a parlé de la même chose, sur les mêmes aspects. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un lien. La méthodologie, mes collègues le savent, la méthodologie Pestel. Le Pestel, c'est quoi? C'est, pour ne pas me tromper, Pestel, alors, c'est la politique économique, sociale, technologie, environnement et légal. Légal, c'est tout ce qui est conforme à la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fin de compte, ce qu'il y a sur le terrain et ce qu'il y a sur la civilisation et sur l'intelligence artificielle, c'est la même chose. On va vers un marché qui est quoi? C'est l'éthique. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à avoir l'éthique pour pouvoir réussir cette transition énergétique. Maintenant, dernière chose, je ne fais plus d'école, on parle d'école verte. Une seule école, elle est là, et je l'ai arrêtée. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre c'est quoi la technique du renouvelable. J'ai refusé cette commune et on a fait la même bêtise, je dis bien la même bêtise avec l'aéroport d'Oran,
et on a refait toutes les installations de l'aéroport d'Oran, et c'est grave. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les techniciens qui étaient sur Oran, ils devaient être formés pour... Ils devaient ne pas accepter la technologie qu'ils ont proposée à Oran, et c'est l'État qui perd dans ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse le CDR, ils n'ont pas de laboratoire pour faire tester uniquement les panneaux. Il faut 18 plus de bancs d'essai. On est à 12. Ça fait 3 ans qu'ils cherchent 3 millions de dollars. 3 millions de dollars. Non, uniquement, s'il vous plaît. Vous voulez une solution pour la recette d'énergie? Non. Alors, c'est très important. On dépense 10 milliards de dollars dans les subventions des produits énergétiques, de produits confondus, et on n'arrive pas à faire les laboratoires. Il faut que l'État investissent, il faut que l'État aide le gouvernement. Et nous arrivons à la fin de cette émission. Mourad Louadah, désolé, le temps est terminé. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, docteur Mourad Pror, vous êtes expert international en énergie. Merci, docteur Messa Outrelli, vous êtes secrétaire général du commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Merci à vous, Mourad Louadah, vous êtes expert et entrepreneur dans les énergies renouvelables. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Elle a été réalisée par Hassan Chakour. J'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de jeudi prochain pour le journal de 19h et lundi prochain pour un autre numéro de l'Heure Écho. Bonne soirée.